déjà, tout d'abord, merci à vous toutes et tous d'être présents ce matin donc, pour ce webinaire donc, sur la protection de vos marques et brevets à l'international. Donc, webinaire qui sera présenté par M. Jean-Louis Mouton, donc, qui est délégué régional Bretagne donc, pour l'INPI. Avant de commencer, écoutez, je voulais donc vous faire un petit rappel des services BCI pour vous dire que nous restons plus que jamais sur le pont à tous les niveaux, notamment en raison de l'actualité, bien évidemment, qui est assez riche et qui chamboule un petit peu toutes nos actions et nous amène aussi à évoluer vers de nouveaux services aussi pour s'adapter. Donc tout d'abord, par rapport à l'actualité, évidemment, tout ce qui concerne Covid, Brexit et autres, voilà, je vous invite à continuer à utiliser notre site internet et suivre les actions menées par notamment nos services de veille, ainsi de suite, qui alimentent de façon régulière le site et qui peut vous accompagner justement lorsque vous posez des questions sur les évolutions marché. Par ailleurs aussi, vous dire que les conseillers territoriaux donc, présents sur les différents départements restent aussi disponibles, que ce soit sur la partie donc, stratégie, développement, export, mais aussi réglementaire, donc notamment par le biais des diagnostics que nous proposons, mais aussi les différentes actions d'accompagnement, que ce soit pour les financements ou également donc, vos stratégies à l'export. Donc voilà, c'est vrai que l'actualité est assez riche à date, mais n'hésitez pas à prendre contact dès lors que vous avez des questions et des besoins. Voilà, donc ça c'est ce petit rappel. Je vais donc passer la main maintenant à Monsieur Mouton donc pour sa présentation du jour. Nous avons en bas de l'écran le module questions et réponses auquel maintenant vous êtes tous probablement habitués. Je vous inviterai à poser donc vos questions. N'hésitez pas au fur et à mesure des webinaires, mais nous les reprendrons à la fin de façon à ce que la présentation puisse être faite, on va dire, de façon fluide de la part de Monsieur Mouton. Donc voilà, je vous laisse la parole, Jean-Louis. Merci en tout cas BCI pour toute l'organisation de ces ateliers avec tout ce qui est back-office et autres, parce que je sais qu'il y a toute cette organisation de webinaires qui n'est pas forcément toujours facile. Aujourd'hui, un sujet éminemment important, effectivement, en matière de propriété industrielle, de voir effectivement comment, au-delà du territoire français, développer une stratégie à l'international sur ces produits et ces services. Alors, j'ai forcément fait des choix sur une telle intervention. Il ne faut pas forcément rentrer dans les procédures dans chaque pays. Ce n'est pas possible matériellement vu les différences qu'il y a entre chaque pays en matière de procédures. Donc, je vous remettrai, il y a des fiches pays, PAYS, qui sont disponibles sur notre site pour effectivement voir les différences. Donc ça, c'était le premier point. Rapidement, la délégation, donc l'INPI, c'est un établissement public, on est 700 personnes à peu près avec un siège à Courbevoie et un autre établissement à Lille avec le support de centre d'appel. En Bretagne, donc on est 6 personnes, 4 chargés d'affaires, donc moi, donc Jean-Louis Mouton, Thierry Lucas, Isabelle Fage et Christelle Billien, que vous connaissez déjà peut-être, qui parcourt la région, notamment en visitant les entreprises et en accompagnant les projets et les entreprises en amont. Alors, on a tout un panel de dispositifs d'accompagnement sur la propriété industrielle. Le but étant, effectivement, mais ça sera un peu le fil conducteur aujourd'hui, d'anticiper vos projets innovants et vos stratégies propriété industrielle bien en amont pour réfléchir effectivement quelle est la bonne solution. Alors, la bonne solution, c'est forcément d'être efficace juridiquement, mais d'être aussi optimisé au niveau des coûts. Et là, on le voit effectivement dès qu'il y a des crises économiques ou sanitaires, que ce soit en 2008-2009 ou aujourd'hui, il y a une rétractation forcément des budgets, des arbitrages qui font qu'effectivement, on va réoptimiser le portefeuille de la propriété intellectuelle.
Et ça a forcément des conséquences sur ceux qui les gèrent. Bon, il faut savoir, par exemple, qu'on va terminer l'année en baisse de brevets et par contre, on va arriver en marque, effectivement, on va peut-être arriver à 100 000 marques déposées cette année. Il faut voir que le contexte, bon, on a des années extrêmement fastes mondialement en termes de chiffres, hein, donc inutile de vous dire que le volume de dépôt est gigantesque et même exponentiel, notamment en Asie. Il y a eu une baisse cette année, en tout cas en 2019, mais effectivement, on n'a jamais vu des volumes aussi importants, notamment en Chine, en termes de dépôt de marques et de brevets. Alors, en termes d'actualité, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, bien qu'on en reparlera, c'était une année avec des gros projets quand même au niveau de l'INPI avec l'adoption de la loi Pacte, qui est un gros chantier juridique en matière de propriété intellectuelle, qui renforce les droits, j'allais dire, des titulaires de titres, mais également des tiers qui pourront optimiser leur action, notamment sur des actions de nullité ou des oppositions. Donc, l'objectif du gouvernement et du législateur a été de renforcer la validité des titres pour qu'elle soit reconnue à l'étranger, puisque pour ceux qui pratiquent les procédures, on avait un semi-examen, en tout cas uniquement sur la nouveauté en matière de brevet. Ce n'était pas forcément satisfaisant par rapport à d'autres offices qui examinaient l'activité inventive. Et donc, on a fait le choix, en tout cas le législateur a fait le choix de revenir sur des titres plus forts qui nous permettent d'être mieux reconnus, notamment lors des échanges bilatéraux et des conventions qu'on signe avec des acteurs importants, comme le Japon, par exemple, qui effectivement reconnaît à ce moment-là les efforts faits par l'INPI en matière de propriété intellectuelle. Alors ça, deuxième chantier, donc la loi Pacte, j'en parlais, une dématérialisation des procédures de plus en plus vive, puisque nous, on est passé à 100% dématérialisé, donc ça nous a fortement aidé pendant la crise sanitaire, hein, puisqu'on est à 90% en télétravail à l'INPI. Ces échanges dématérialisés sont effectivement assez bénéfiques pour le client, notamment sur le transfert de certains documents qui se faisaient papier. Et puis, des accords, on verra, d'échanges pour accélérer les procédures. Donc, des accords bilatéraux qui permettent effectivement de ne pas refaire le travail, parce que c'est quand même un peu dommage que les offices entre eux réexaminent à chaque fois des dossiers, même si les conventions datent de très très longtemps et on a essayé d'optimiser. Donc là, ces accords, effectivement, sont importants pour accélérer les délais. Accélérer les délais, c'est obtenir plus rapidement des titres valables et qui peuvent être effectivement utilisés pour faire des actions en justice. Alors, le sommaire, donc je vais repartir un petit peu quand même, avant de parler stratégie, avant de faire il est toujours important de reprendre effectivement les outils qui sont à votre disposition. Ça permettra de remettre en perspective tout ce qui existe et de voir comment vous pouvez les utiliser. Donc ça, j'appellerai la partie solfège. Et puis après, effectivement, au fur et à mesure, on rentrera dans le dur au niveau des stratégies d'extension. Alors, en termes d'outils, il faut savoir que tout le monde dispose à peu près des mêmes outils. Donc, ça, c'est quand même sérieusement, j'allais dire, harmonisé, puisque depuis très, très longtemps, les titres de propriété existent. Il y a une harmonisation des visions des titres. Il y a encore des différences. Alors, effectivement, j'en parlais tout à l'heure sur la loi Pacte, on le verra. Le fait d'être précurseur sur la dématérialisation, on a notamment accepté cette année
l'utilisation de dépôts de marques en fichiers MP3, MP4, donc des marques en vidéo ou en son. Alors forcément, ces formats ne sont pas encore forcément acceptés par certains offices. Donc il faut en tenir compte effectivement lors des extensions. Alors là, vous avez un schéma effectivement des titres de propriété intellectuelle. Tous les titres de propriété intellectuelle ne s'acquièrent pas par le dépôt. Alors effectivement, quand c'est le dépôt, ça permet de les répertorier et de constituer des bases qui sont publiées chaque semaine et qui viennent enrichir les informations et les bases de données pour faire de la surveillance, de l'intelligence économique, puis évidemment la sécurité des tiers. Mais il y a aussi des droits qui naissent, j'allais dire, naturellement lors de la création. Ces droits, effectivement, c'est plutôt les droits relatifs à la propriété littéraire et artistique. Mais au-delà, j'allais dire, de l'aspect culturel et artistique, il y a des droits qui s'impliquent effectivement dans des domaines, j'allais dire, de l'industrie et des services, à savoir les bases de données. Effectivement, la création d'une base de données, le fait d'investir dans une base de données, de la structurer, de la remplir et de la mettre à jour, effectivement, ça constitue au-delà des données en elles-mêmes, qui ne sont pas forcément originales, prises une par une, en tout cas, cette structure et cette base de données peut faire l'objet, est susceptible de faire l'objet d'un droit relatif au droit d'auteur. Donc, effectivement, ça nécessite de la part des titulaires, des développeurs, ou des artistes de bien dater ces créations de manière certaine, sachant qu'effectivement, on n'a pas recours à des dépôts. Alors là, vous avez plusieurs moyens. Hein. Vous avez des sites, j'allais dire, eurodateurs et de sauvegarde. Donc, nous, on a transformé notre enveloppe solo papier en une enveloppe solo électronique. Mais vous avez aussi j'allais dire des notaires qui ont des services de redatage. Vous avez des services comme mapreuve.com ou des solutions d'hébergement avec du service comme l'Agence de protection des programmes qui vous permettent effectivement de dater, alors j'allais dire de manière immatérielle hein, aujourd'hui. Donc ça facilite la datation des vidéos, des programmes et des textes. Et c'est stratégique en termes d'archivage, notamment pour ces aspects-là, et notamment effectivement aussi pour j'allais dire, la capitalisation du savoir-faire, qu'elle soit technique ou commerciale, on y reviendra. Alors après, évidemment, le cœur du dispositif, c'est la propriété industrielle avec les 3 titres phares dont on reviendra, donc les brevets sur l'aspect technique, problème technique, solution technique, on est dans cette approche-là, enfin tous les offices sont philosophiquement dans cette approche, je rencontre un problème technique, je cerne ce problème technique et j'apporte une solution. On est vraiment dans les sciences dures. Alors après, effectivement, en fonction des offices et de l'historique de leurs droits, certains ne vont pas accepter certaines créations et d'autres vont les accepter. Donc, ce qui explique qu'il y a des divergences dessus depuis longtemps qui s'atténuent sur les inventions relevant de la biotechnologie, relevant du numérique, c'est-à-dire les inventions mises en œuvre par un ordinateur, ou l'intelligence artificielle, par exemple, où effectivement on peut avoir des divergences de vues quant à savoir s'il y a une contribution technique ou pas. Mais c'est relativement homogène, bien que effectivement, parfois, certains dépôts de start-up pourraient être rejetés en France ou en Europe, mais seraient susceptibles d'être délivrés aux États-Unis, par exemple. En matière de marque, donc là, on revient sur le terrain du marketing. Donc là, c'est un dépôt c'est un droit d'occupation
J'insiste hein, sur le fait que les marques, ce n'est pas un droit de création, mais c'est un droit d'occupation. C'est-à-dire qu'on a une mosaïque de titulaires qui déposent un signe complexe ou non, associé à des produits et services, et qui, entre guillemets, ils occupent effectivement le terrain juridique de différents pays avec des signes, et ça permet effectivement de privatiser ce signe à des fins plus ou moins commerciales, mais en tout cas, ça constitue un patrimoine pour eux comme signe de ralliement d'une clientèle ou de communication, de support de communication pour des produits et services bien déterminés. Donc ça, c'est relativement admis par effectivement tous les offices, avec des divergences de vues, on le verra, parce que c'est un droit qui paraît assez facile d'accès, mais finalement, on verra que c'est plus compliqué que ça en a l'air de l'évaluer et d'en évaluer sa validité et la disponibilité du signe. Il y a effectivement le dessin modèle. Donc là, on arrive sur la composante design du produit, c'est-à-dire les apparences du produit dans le contexte de l'art appliqué. Donc la forme des produits, celle qui est accessible aux utilisateurs sans qu'elle ait une fonction technique. Donc là, tout le monde, tous les pays n'acceptent pas forcément les dépôts de dessins et modèles. Alors, des fois, on appelle ça des patent design aux États-Unis, donc on a l'impression que c'est des brevets, mais c'est ce qu'on appelle, en tout cas en France, des dessins et modèles. Certaines particularités, effectivement, c'est qu'on cumule parfois une double protection sur le droit en tout cas en Europe et en France, enfin en Europe sur certains pays, on cumule à la fois la protection des dessins et modèles et la protection du droit d'auteur, ce qui est le cas en France, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays, d'où la réflexion, effectivement, de voir dans quel pays on peut protéger ces créations par dessin et modèle. Et puis, l'aspect peut-être qu'on sous-estime également, j'en ai un petit peu parlé par rapport aux moyens de datation, c'est effectivement l'accumulation d'informations, d'expériences qui se cristallisent dans le cœur de votre entreprise ou de votre structure, qui reste évidemment à l'intérieur de l'entreprise ou qui n'est pas forcément divulgué parce que, par exemple, c'est un procédé, parce qu'il reste à l'intérieur de votre site de production, parce qu'il est enfoui dans votre serveur et s'il y a des moyens de protection adéquats, les utilisateurs n'y accèdent pas. Et donc là, on est évidemment sur ce qu'on appelle le secret de fabrique, la protection du savoir-faire, et qui nécessite, alors qui bénéficie, j'allais dire, d'une protection ad vitam aeternam, sous réserve évidemment de prendre les dispositions qui s'imposent matériellement et contractuellement pour le sauvegarder. Donc là, ça demande effectivement une organisation, une stratégie, des organisations matérielles. Il faut effectivement ne pas le sous-estimer et il faut qu'il soit déclaré évidemment dans la structure pour le gérer au mieux. Donc là, effectivement, les moyens de datation sont les mieux pour formaliser ce savoir-faire. Ensuite, s'il y a transfert, ce qui peut se faire, puisqu'un savoir-faire, s'il est formalisé, s'il est de nature à être transmissible, effectivement, par contrat, pourra être transmis à une structure tiers, moyennant un contrat et des dispositions particulières. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé on le verra, il y a d'autres signes qui sont venus se greffer, notamment dans les signes distinctifs. On pourrait parler des indications géographiques, des AOC, AOP pour l'alimentaire notamment.
les topographies de semi-conducteurs, les certificats complémentaires de protection pour le médicament, et puis d'autres signes qui naissent par l'usage, hein, j'en ai pas parlé, non commerciaux, et puis les noms de domaine Internet qui effectivement ont un statut un petit peu particulier, c'est des enseignes dématérialisées, mais qui font partie également de la panoplie des signes distinctifs qu'il convient de gérer avec rigueur, notamment dans les enregistrements nationaux ou internationaux et la gestion des extensions et la gestion des renouvellements qui doit se faire effectivement de manière très organisée. Alors là, j'en ai un petit peu parlé effectivement sur l'autre transparent. Ce qui convient de voir effectivement, c'est j'avais parlé du secret de fabrique et du savoir-faire. Vous avez un nouveau droit qui provient d'une directive européenne, le secret des affaires, où on élargit évidemment le secret de fabrique et le secret technique, j'allais dire, au secret des affaires, d'où l'intérêt effectivement de bien circonscrire ces informations qui peuvent effectivement faire valoir des droits en cas de divulgation. Donc voilà à peu près le panel qu'on a à la disposition de chacun. La difficulté étant de… Alors, il y a aussi des choses qui sont malheureusement pas protégeables et qu'il convient de bien connaître. C'est effectivement une idée générale sans concrétisation technique ou une idée de service, effectivement, le fait de mettre au point un nouveau service purement marketing, l'idée en elle-même, effectivement, vous pourrez protéger le signe de ralliement par la marque, par votre savoir-faire, mais l'idée en elle-même de service n'est pas protégeable. Donc, il y a des vides juridiques qu'il faut prendre en compte. Alors, petit exemple, hein, ce qui est difficile quand on est en entreprise, c'est effectivement faire ce travail en amont, de passer au rayon X un produit ou un service ou un projet et de segmenter ce produit ou ce service par rapport à la boîte à outils qu'on a pour voir effectivement avec quel type de protection on peut envisager une protection. Donc là, sur un produit comme ça, effectivement, vous allez avoir cumul de différentes protections. Ça peut être effectivement le nom du produit, le nom de la marque, sachant qu'on peut même aller sur des marques tridimensionnelles quand le produit représente en lui-même un signe distinctif. Il y a effectivement le design du produit, en tout cas son apparence extérieure. Il y a la technicité alors, un produit peut parfois comprendre plusieurs brevets. Des brevets, j'allais dire, sur différentes… Puisqu'on a tendance, si vous voulez, à segmenter chaque problème technique et chaque solution technique. Donc, effectivement, un produit peut nécessiter la protection par différents brevets, une sur la carte électronique, une sur l'aspect mécanique. Donc là, à voir effectivement avec votre conseil en propriété industrielle ou votre avocat spécialisé, tout ce qui relève effectivement du savoir-faire et du secret. Alors évidemment, on se pose la question quand le produit est apparent et qu'un tiers l'achetant peut le démonter ou faire du reverse engineering, de voir effectivement jusqu'où le savoir-faire ou le secret sera protégé. Dans le cas d'un procédé ou d'un produit alimentaire, le produit alimentaire ou d'un produit cosmétique ou d'une alimentation, effectivement,
ce qui peut apparaître, c'est que le produit fini, analysable par les concurrents, soit révèle une composition qui est nouvelle et inventive, soit elle ne fait pas refléter, en tout cas, le procédé de fabrication. Et là, la question se pose effectivement de savoir est-ce que le procédé qu'on utilise, on le protège grâce au secret, ou si on tente le brevet, bien qu'effectivement il y ait une publication à 18 mois de la technique, mais qui, le fait de breveter, effectivement, vous offre une possibilité d'avoir un titre fort pour interdire aux autres l'exploitation de cette technique brevetée. Donc voilà, ce travail doit être fait en amont de manière judicieuse et de concert évidemment avec tous les services pour voir effectivement quelles solutions et quels titres on utilise au départ pour protéger au mieux et se constituer des actifs immatériels. Alors, j'en ai pas parlé, les durées, donc effectivement, les durées qu'il faut retenir, la marque, c'est de 10 ans en 10 ans, renouvelable indéfiniment, donc c'est un titre assez fort, puisqu'en fait, vous investissez dans un signe et vous pouvez capitaliser dessus, entre guillemets, ad vitam aeternam. Le brevet, on a, si vous payez chaque année vos annuités, on a une durée maximale de protection de 20 ans. Le droit d'auteur, ça va assez loin puisque ça va au-delà des créateurs pendant 70 ans. Et le dessin modèle, c'est 25 ans, de 5 ans en 5 ans. Alors, j'en ai pas parlé, effectivement. La question qui se pose aussi au-delà des titres, c'est quelle est la durée de vie de votre produit, puisqu'on est sur parfois des procédures longues. Donc, il faut mettre effectivement en perspective, au-delà des titres qu'on a à sa disposition, la durée de vie du produit et voir effectivement s'il y a intérêt ou non de déposer un brevet sur certains produits qui effectivement ne vont pas durer dans le temps. Alors, la question qui se pose aussi, c'est on peut capitaliser sur son avance de savoir-faire en se disant ben, je dépose rien et j'ai une avance de savoir-faire qui est un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Bon, méfiance quand même, effectivement, parce que le reverse engineering se fait extrêmement rapidement et l'avance que vous avez peut fondre rapidement. Et les titres, en tout cas de propriété intellectuelle, peuvent, au bout d'1 ou 2 ans, constituer un moyen, en tout cas, de sauvegarder votre marge ou de ralentir. Je ne parlerai pas d'interdire ou d'annihiler complètement la contrefaçon, mais en tout cas de ralentir l'arrivée d'autres acteurs. Voilà, donc ça, c'était le panel un petit peu de tout ce qui existe. Après, j'en ai pas parlé, mais il y a des pis-aller en matière de brevets notamment. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle des petits brevets. Ce qu'on appelle, nous, en France, on a ce qu'on appelle un certificat d'utilité qui vient de passer avec une durée de 10 ans. Ou dans d'autres pays, ce sera des modèles d'utilité. Ça peut être intéressant sur des technologies, j'allais dire, qui ne sont pas forcément avant-gardistes, mais plus de perfectionnement, d'utiliser ces titres. C'est très utilisé notamment en Allemagne et en Chine. Et ça permet effectivement, à moindre coût, peut-être de déposer des brevets moins sophistiqués, forcément, avec une description moins longue, mais qui permettent, j'allais dire, d'avoir des points d'appui assez importants et qui représentent une certaine souplesse. Donc, il ne faut pas peut-être sous-estimer, je pense, en Asie, notamment en Chine, les modèles d'utilité. J'en ai pas parlé, mais parce qu'il y a plein d'autres titres. Il y avait aussi les certificats d'obtention végétaux qui permettent, j'allais dire, sur des variétés végétales stables et homogènes et nouvelles, d'obtenir
des titres de propriété intellectuelle qui sont reconnus mondialement. Alors, les risques, effectivement, donc le brevet, aujourd'hui, évidemment, on est à plus de 120 millions de brevets déposés dans le monde. Donc, c'est énorme, hein, c'était exponentiel. Ça veut dire que dès que vous avez effectivement un nouveau projet technique dans les sciences dures, avec une problématique technique, une solution technique, l'idéal, évidemment, c'est de ne pas le divulguer, puisque la divulgation va casser la nouveauté et donc remettre en cause le titre. Il est important de faire des recherches d'antériorité, des états de l'art, soit par vous-même, avec les outils que je vous présenterai tout à l'heure, soit par le biais de professionnels et de l'expertise propriété industrielle, notamment les conseils en propriété industrielle ou des services de recherche d'antériorité, pour évaluer, j'allais dire, la nouveauté et l'activité inventive de votre invention. C'est extrêmement important parce que ça permet déjà de définir si c'est j'allais dire, son degré d'innovation, et s'il est fort, effectivement, il faudra envisager peut-être une extension internationale parce qu'il est peut-être stratégique. Et puis, ça permet effectivement de bien préparer sa demande de brevet, d'autant plus que, comme l'Office français, puisqu'on a rehaussé le niveau avec l'introduction de l'examen au-delà de la nouveauté de l'activité inventive, il faut effectivement faire ce travail pour bien préparer sa solution, son problème technique, sa solution technique, son argumentaire, pour effectivement qu'elle passe le filtre des procédures qui sont quand même de plus en plus contraignantes. Donc ce travail en amont est forcément complexe, puisque les recherches d'antériorité sont par définition complexes, mais elles permettent effectivement de bien préparer sa demande de brevet. Donc, bon, vous avez des sites, hein, je vous les montrerai tout à l'heure, mais ce travail doit être fait en amont pour avoir une évaluation de la valeur de votre brevet. Alors après, effectivement, la stratégie pourrait être de quantifier le niveau d'innovation des brevets et en leur affectant, je sais pas, des critères 1, 2, 3 et de se dire, ben voilà, sur le 1, on va l'étendre à l'international, les 2 ou 3, on va peut-être pas les étendre à l'international parce qu'ils ne vont pas passer les procédures. Voilà, donc ça c'est un travail important qui doit se faire en partenariat effectivement avec son conseil en brevet. Sur l'aspect marque, attention parce que vous sous-estimez le problème, enfin vous sous-estimez. On sous-estime la marque, ça paraît facile puisqu'on dit oui, on dépose un signe, il n'y a pas trop d'implications juridiques. C'est plus compliqué quand même parce qu'il faut effectivement, déjà, ça dépend du choix du signe en amont que vous avez pris. Si c'est un signe, j'allais dire, évocateur, trop descriptif ou, j'allais dire, avec un terme qui est parfois trop descriptif alors, en anglais ou qui ne passera pas qui ne sera pas forcément compatible avec, j'allais dire, la langue dans la langue anglaise ou qui sera déceptif dans d'autres langues. Donc là, déjà, faire une bonne recherche de disponibilité du signe, pour savoir si le signe, effectivement, est réellement distinctif, licite, et est-ce que, surtout, d'entrée, lorsque vous le choisissez, il passera les étapes d'examen dans les autres offices, notamment des offices de langue anglaise ou autres, qui vont peut-être le considérer comme descriptif. Alors là, autant pour le brevet, on a je veux dire, l'état de l'art est international, donc là, on ne se pose pas de questions, on recherche à tout craint dans tous les pays, toutes les publications datées, publiées avant la date de dépôt. Là, par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut regarder pays par pays ou région par région si le signe est disponible. Donc, ça demande une logistique assez importante d'analyse de risque.
Et plus effectivement, on analyse les risques sur les marques, plus ça sera facile de bien positionner son premier dépôt en France et ça roulera d'autant mieux, effectivement, et ça pêchera moins quand on arrivera dans les phases de procédure d'enregistrement au niveau régional ou national. Sur les dessins et modèles, il est important alors effectivement, il faut avoir un designer qui fait preuve d'originalité en termes de création, hein, puisqu'il y a aussi des critères, j'allais dire, de nouveauté et de caractère propre, notamment en France, mais effectivement, un droit d'auteur sur l'originalité. Et là encore, faut-il faire attention à faire des recherches. Alors, il y a les bases de dessin modèle, mais ce n'est pas suffisant, puisque effectivement, le cumul du droit d'auteur est aussi présent. Et là, il faut effectivement, et là, c'est peut-être la partie délicate, voir effectivement, faire une analyse pour voir effectivement si on a un caractère original dans la création qu'on présente. Sur les logiciels, bien se poser la question, effectivement, double protection, brevet quand c'est possible, s'il y a une contribution technique forte. Donc, il faut en discuter très, très en amont. Il y a effectivement la protection par droit d'auteur. Et puis, en ce moment, effectivement, il y a l'aspect open source, hein, donc de gérer les droits, notamment des clauses contaminantes des développement, puisque les développeurs utilisent des bibliothèques et parfois, ils utilisent parfois certaines applications qui sont contaminantes en termes de contraintes juridiques. Donc voilà un petit peu ce travail en amont qui doit être mené d'analyse de risque, d'où toujours cet effort effectivement d'anticiper au maximum avant la sortie du produit, avant le lancement commercial, avant la présentation dans un salon, d'avoir des phases là-dessus qui soient bien timées. Alors, après, au niveau de l'international, effectivement, la difficulté qui va se poser, c'est que, on va le voir juridiquement, vous allez avoir un timing qui va s'imposer, qui est non négociable. Dès que les procédures de dépôt commencent, les délais commencent à courir. Et forcément, ils sont parfois contraignants, ces délais, puisqu'ils commencent à courir. Et le conseil ou l'avocat spécialisé, forcément, va vous relancer en vous disant qu'est-ce que je fais à 12 mois? Est-ce que j'étends à l'étranger? Qu'est-ce que je fais pour ma marque? Voilà, j'ai un délai qui court pour faire des extensions. Et donc là, il faudra prendre des décisions sur le choix des pays. Alors parfois, certaines procédures, notamment là, sur la procédure PCT brevet, vous donnent du temps, ils vous donnent 12 plus 18, donc ça vous laisse 30 mois de réflexion sur le choix des pays. Mais sachez qu'effectivement, c'est assez contraignant. D'où l'intérêt en amont. Alors, je sais que ce n'est pas facile, notamment parce qu'on a, quand on a un produit innovant, on n'a pas de vision sur les futurs clients, où on les devine, mais parfois, effectivement, il y a plein comment dire, de paramètres qui rentrent en ligne de compte. J'allais dire l'aspect normatif, l'aspect réglementaire, le comportement culturel des clients, d'où l'intérêt, effectivement, de travailler avec les partenaires à l'export, hein, BCI, BPI, Business France, pour réaliser ces études de marché et voir effectivement, par ordre de priorité, faire des listes de pays qui vous semblent pertinents. Alors après, où déposer, j'allais dire, ça peut être les lieux où il y a une clientèle potentielle, les lieux de fabrication des concurrents, effectivement, pour les contrer. Et puis, tout dépend, effectivement, quel type d'exploitation vous envisagez. Est-ce que c'est une exploitation directe avec une agence sur place? Est-ce que c'est une exploitation indirecte, c'est-à-dire que vous opérez avec un partenariat? Et donc là, il est important
d'asseoir votre partenariat avec un contrat qui s'appuie sur une marque qui est en vigueur sur le pays considéré et un brevet qui s'appuie sur le pays considéré. Parce qu'effectivement, il ne faut pas demander au partenaire de déposer lui-même sa marque ou de déposer le brevet. La question, c'est quand même, dès la négociation, de bien définir, de bien encadrer les titres de propriété que vous avez. Ensuite, évidemment, ça dépend tous les pays n'ont pas la même comment dire, stabilité juridique en matière de propriété intellectuelle. Là, je vous renvoie donc à ce que je vous ai mis, l'US Chamber International IP Index. Ça vous permettra de voir effectivement déjà le niveau de maturité en matière de propriété intellectuelle de ces pays, puisque effectivement, alors en Europe, on ne va pas se le cacher, ça se passe plutôt bien. Il y a parfois des problématiques, effectivement, où un examinateur ou un office va privilégier l'examen des demandes autochtones et puis ralentir les demandes étrangères. Mais en tout cas, en Europe, ça se passe de moins en moins. Mais il faut prendre en compte, effectivement, ces spécificités locales. Je vous renverrai vers mes collègues des conseillers internationaux là, que je présenterai tout à l'heure. Mais il faut avoir évidemment conscience de ces problématiques-là, de ces problématiques de règles, de spécificités. Je pense notamment aux marques, hein, vous vous en doutez, des marques effectivement qui posent des problèmes en termes de couleur, en termes de packaging, parce qu'elles ne correspondent pas à certaines cultures ou à certaines croyances dans certains pays. Et donc là, il faut faire un travail, j'allais dire, de compatibilité très, très en amont. Après, le fait effectivement d'avoir un mécanisme de propriété industrielle ne veut pas forcément dire qu'on a une probabilité forte de faire respecter ses droits. Donc là, ça demande effectivement une grande discussion là-dessus et c'est toujours difficile. Quand on parle d'une marque qui a été conçue, par exemple, au niveau français, parfois elle n'est pas forcément compatible au niveau international. D'où le choix très en amont de savoir effectivement est-ce qu'on travaille sur des marques plus standards, mais qui passent dans plusieurs pays. La tendance étant, effectivement, on voit, enfin, les retours qu'on a parfois, c'est que moi, personnellement, je trouve que les entreprises ont parfois des portefeuilles de marques trop importants et ils se cassent les dents parce qu'il y a beaucoup de différents noms. Ça demande une gestion difficile, coûteuse, et c'est bien d'essayer de rationaliser très, très en amont pour éviter toutes ces problématiques. Sur les coûts, il ne faut pas se le cacher, c'est difficile de présenter les coûts. Pourquoi? Parce que d'abord, les coûts, alors les coûts sont liés effectivement à la politique du pays en matière de dépôt, mais il n'y a pas que forcément les coûts du dépôt, il y a le coût effectivement du mandataire ou du correspondant que vous êtes obligé pratiquement de prendre sur place par l'intermédiaire de votre conseil en brevet, votre avocat spécialisé. Il y a les procédures qui sont retors parfois, où la moindre lettre, effectivement, vous sera assez coûteuse pour répondre à la moindre lettre. Il y a les frais de traduction. Donc, si vous avez un brevet qui fait entre 10 et 100 pages, ce n'est pas les mêmes coûts de traduction. Les taxes, effectivement. Et puis, la défense, effectivement, on sait bien que les coûts, par exemple, de litige aux États-Unis sont monstrueux. Donc, il y a certains pays qui sont pas accessibles en matière de litige. Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour bâtir sa stratégie. Alors, en matière de procédure, j'en parlerai, et même si théoriquement, il y a des procédures qui sont centralisées, parfois, il est meilleur de revenir à une procédure nationale parce que vous allez prendre un avocat ou un conseil sur place qui maîtrise bien la procédure nationale et qui gérera au mieux. Et parfois, on pense faire des fausses économies en prenant des procédures centralisées. Et le problème, c'est que la procédure centralisée n'est pas forcément adaptée pour le pays qui vous convient.
Alors, comme je vous le disais, anticiper, notamment avec ces principes de territorialité. Donc, disponibilité, effectivement, en France, je pense aux marques, hein, évidemment, là, n'est pas égale à disponibilité à l'étranger. Donc, bien travailler en amont. Je sais que ce n'est pas facile de faire discuter parfois le service marketing et le service juridique. On n'a pas les mêmes points de vue sur l'utilisation de la marque, mais ça doit se faire en séance de créativité. Il faudrait effectivement en séance de créativité, que le juriste, ou en tout cas le conseil ou l'avocat, donne son avis très, très en amont, effectivement, parce que ça va impliquer, il y aura des conséquences sur des coûts où on sera obligé de renoncer à une marque ou à créer d'autres marques. Contrainte de langue. Donc, effectivement, je pense notamment, reprendre l'exemple de la Chine, là, il faut se poser très, très en amont la question. Le taux, j'allais dire, de connaissance de la langue anglaise est faible en Chine, hein, au regard du pays, ça doit être 1 à 2%. Il faut forcément trouver des transpositions dans les caractères chinois. Et là, ça demande effectivement un apport d'un nouvel intervenant, peut-être une société de communication qui va travailler avec vous pour vous trouver une translittération, soit phonétique, soit sémantique de votre marque. Donc ça s'improvise pas, effectivement, et ça doit se travailler. Alors, vous avez des cabinets en propriété industrielle qui ont des services, ou en tout cas qui ont des bureaux en Asie, qui peuvent vous accompagner sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet, effectivement, à prendre en compte très, très en amont. Alors là, on n'est plus sur l'aspect brevet. Là, on a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de l'état de l'art, où là, on est plus, si vous voulez, dans une étude qui était destinée à l'obtention du titre et la validité du titre. Mais ce qui préoccupe d'autant plus les industriels, c'est ce qu'on appelle le freedom to operate, l'étude de liberté d'exploitation, à savoir effectivement, est-ce que la création que j'ai faite, en tout cas l'innovation technique, ne crée pas de friction sur le territoire sur lequel je l'exploite avec des titres qui sont déjà en vigueur. Donc là, ça demande une réelle expertise qui est de définir le territoire, d'analyser les brevets et pour donner le go-no-go sur l'exploitation. Et donc là, alors évidemment, il y a des territoires où la densité de dépôts de brevets est moins grande que sur d'autres, mais effectivement, sur des pays comme les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et l'Europe et le Japon, effectivement, on a quand même une densité de dépôts et de titres en vigueur extrêmement importante, et ça demande effectivement une analyse avant toute exploitation. Alors, les outils Internet, alors je vous ai mis quelques outils sur les marques. On va commencer par les marques parce que je pense que c'est le b.a.-ba de bien regarder la base INPI et TMView. Parce que surtout la base INPI, donc on a les marques qui sont en vigueur en France, donc à savoir la marque française internationale, la demande internationale OMP et marque de l'UIPO, donc de l'Union européenne. TMView, effectivement, élargi et ça vous permet de faire un test, puisque là, on est sur le site de l'UIPO, mais avec une couverture de base assez importante, ce qui vous permettra de voir effectivement s'il y a un risque de litige sur le nom que vous avez pris par rapport aux produits et services dans des pays sur lesquels vous souhaitez étendre la marque. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire dès le départ. Attention, hein, je vous donne des outils. Ils ont une couverture à bien surveiller en termes de pays.
n'oubliez pas qu'il y a aussi des prestations de recherche professionnelle qui apportent de la valeur ajoutée, notamment sur la phonétique, sur les similitudes intellectuelles, et qu'il faut peut-être en passer par là pour faire des recherches d'antériorité de marques sérieuses. En matière de brevets, il y a la base de l'INPI en français, il y a EspaceNet, qui est une bonne base de référence pour regarder déjà effectivement les dépôts. Vous avez effectivement un référent base professionnelle qui est Questel sur les bases. Idem, effectivement, il y a des recherches comme les recherches de liberté d'exploitation ou les états de l'art. Ces bases se manient avec prudence. Il faut quand même bien avoir un savoir-faire dans la consultation. C'est pareil, c'est plus du premier jet, de la première impression. Après, il faut passer peut-être par les professionnels. Sur les dessins et modèles, n'hésitez pas, prenez en compte le fait qu'effectivement, il n'y a pas que la protection par dessin et modèle et que parfois, sur certains pays, le droit d'auteur se cumule. Ensuite, évidemment, il y a tout l'aspect jurisprudentiel, mais là, on rentre déjà dans des spécialistes, c'est-à-dire soit s'abonner, aller voir effectivement sur des litiges qui ont lieu, de voir effectivement, ça vous permet d'avoir des éléments de langage, des éléments d'argumentation pour répondre aux lettres. Bon, il y a des sites spécialisés sur les jurisprudences aussi, mais là, on est plus pour des juristes. Et puis après, vous allez retrouver effectivement toutes les informations sur les sites des offices. Donc là, en mettant répertoire Office WIPO, vous allez retrouver l'adresse des différents sites Internet des offices. Donc ce travail, effectivement, en amont, qui est pas très facile. C'est un moyen, je pense, statistiquement, d'abaisser les risques juridiques. Et ce qui vous permettra, je pense, si c'est bien analysé et bien pris en compte, je pense que ça vous permettra de gagner du temps et de l'argent lors des procédures. Alors, les stratégies d'expansion à l'international. Alors, effectivement, quand on dit stratégie, c'est un petit peu… c'est un terme… Déjà, il y a des stratégies. Chaque entreprise, effectivement, je l'ai vu un petit peu dans les questions, n'a pas forcément déjà la même culture pays par rapport déjà, j'allais dire, à son importance. Et chacune va se créer au fil du temps une stratégie pays. Il est clair qu'on pourrait mettre, il y a plusieurs, d'un côté à gauche, on pourrait dire il y a les purement défensifs, c'est-à-dire qu'on va faire le minimum dépôt de titres, enveloppe solo, on va peut-être commencer par des marques, mais on ne va pas forcément étendre des brevets parce qu'on sait que c'est coûteux et on n'a pas le budget. On peut après, évidemment, être dans le complètement offensif, où là, effectivement, on a un budget no limite, on dépose le maximum de brevets, le maximum de marques et on entame le maximum de litiges. Puis après, on peut être au milieu où, effectivement, on essaie d'optimiser, on choisit les pays les plus intéressants au niveau du potentiel. On dépose les marques, effectivement, dans les pays qui nous semblent les plus intéressants. Et on joue entre l'aspect dissuasif défensif et l'aspect offensif. Donc après, c'est quand même assez difficile. Ça dépend effectivement si l'entreprise repose sur une stratégie plus de marque, parce que la marque, faut pas le sous-estimer. Quand on est une entreprise, j'allais dire, c'est quand même le premier vecteur peut-être d'actifs immatériels. La technologie est évidemment stratégique, mais la marque restera si le produit est bon. La difficulté, effectivement, c'est qu'en termes de coût, vous l'avez compris, la stratégie brevet est la plus coûteuse. Ensuite, on a une stratégie marque qui est quand même nettement moins coûteuse, qui est peut-être 4 à 5 fois moins coûteuse. Et puis après, il y a la stratégie dessin et modèle. Mais parfois, effectivement, on peut-être arriver, alors c'est difficile d'en parler comme ça, mais le dessin modèle est aussi important parce qu'il permet peut-être de faire des saisies plus rapides.
Donc, tout dépend effectivement, j'allais dire, le budget qu'on a, si les dirigeants sont convaincus ou pas, et quel budget ils veulent allouer à la propriété intellectuelle. Après, il ne faut quand même pas faire des petites économies. Notamment, je pense il est important vous savez qu'il y a des dépôts abusifs de marques. Donc, dans les pays où on n'est pas forcément, il est important quand même de couvrir des pays limitrophes ou voisins parce qu'on est dans un second temps prévu d'aller commercialiser. C'est pareil pour les noms de domaine. Donc, c'est quand même moins coûteux, entre guillemets, de déposer une marque que de faire un contentieux pour récupérer une marque qui a été déposée abusivement. Donc ça se prépare également. Bon, alors effectivement, si on rentre un petit peu dans la technique, il faut savoir que on a une grande chance au niveau juridique, c'est qu'on a une immunité qui vous permet, à partir d'un dépôt français ou national, d'envisager une extension avec un délai d'immunité qui est de 6 mois pour la marque et les dessins et modèles et 12 mois de priorité pour le brevet. Donc, ça vous laisse, j'allais dire, cette période-là pour réfléchir, pour repartir d'une marque nationale, pour envisager effectivement une extension. C'est parfaitement reconnu et c'est effectivement extrêmement efficace dans l'enchaînement des procédures à l'étranger. Alors, pour le brevet, il y a toujours 3 modalités. Hein. Et vous verrez, c'est idem pour les marques et les dessins et modèles. En ce qui concerne effectivement le brevet, vous avez soit le fait de faire des dépôts nationaux, pays par pays, avec la complexité des langues, des traductions, le fait de prendre un mandataire, soit vous passez par un office régional. Donc là, par exemple, le dépôt à l'Office européen des brevets. Donc là, on a 1000 feuilles de titres, mais ça commence à être unifié et ça peut être intéressant parce que ça limite les coûts de procédure. Et puis, on a aussi des procédures internationales, donc la fameuse demande PCT, où il y a 153 pays, qui vous permet, entre guillemets, d'acheter du délai. Donc, un délai de 12 et 18 mois, donc 30 mois de délai, qui sont éminemment importants pour réfléchir à la désignation et la validation des désignations. Alors là, cette présentation-là, ne croyez pas que forcément le PCT est intéressant. Si vous travaillez effectivement sur 2 ou 3 pays, il faudra à ce moment-là travailler sur peut-être des dépôts nationaux ou mixer les 3. Et ça dépendra effectivement des pays que vous choisissez ou des choix de zones régionales que vous choisissez ou du fait qu'effectivement on est sur une thématique technique qui est particulière et ça sera peut-être plus facile, j'allais dire, de la passer sur une procédure régionale par rapport à une procédure nationale. Donc ça, il faut en discuter effectivement, de bien connaître les procédures et puis surtout d'être assez bien, comment dire, de bien déterminer j'allais dire, de bien déterminer le choix, j'allais dire, de bien déterminer, si vous voulez, le choix des pays très, très en amont, avec peut-être une priorité sur un rang 1, une priorité sur un rang 2, et voir effectivement de quoi il s'agit. Excusez-moi, je vous laisse 30 secondes, je reviens. Excusez-moi. On passe effectivement au... Donc là, vous avez vu, hein, donc je ne reviens pas sur la procédure PCT, effectivement, qui permet d'acheter du temps. Alors, je vous ai mis les tarifs. Alors, les tarifs, effectivement,
je n'ai pas voulu rentrer dans les détails des prix des prestations avec les conseils, simplement puisque derrière ces tarifs qui sont peu coûteux, effectivement, il faut voir qu'il y a, comme je vous l'ai dit, les frais de traduction, les frais à la page, les frais des correspondants, les frais des notifications d'irrégularité, puisque ça, notamment aux US, parfois vous pouvez cumuler plusieurs notifications d'irrégularité et ça peut effectivement faire augmenter la facture. Je reviens quand même sur la procédure nationale française. Elle a un grand intérêt quand même en termes de tremplin, puisqu'on dispose d'un rapport de recherche, j'allais dire de qualité, sous-traité à l'Office européen des brevets, avec une opinion écrite. Donc, effectivement, il est peu coûteux. Et en plus, il est susceptible d'être remboursé. Donc, c'est les 1 300 € sur l'OEB et sur le PCT, le WO. Il est susceptible d'être remboursé sur les phases du brevet européen, OEB, ou sur la phase de la demande internationale. Les marques, on reste effectivement dans la même stratégie où effectivement on peut passer. Alors, vous avez des dépôts régionaux, enfin évidemment des dépôts nationaux. Comme je le disais, il faut peut-être les privilégier dans certains pays parce que votre mandataire maîtrise mieux la procédure et connaît toutes les arcanes de la procédure nationale. Et là, c'est peut-être important d'utiliser ces procédures nationales quand il le faut. Sur les dépôts régionaux, effectivement, ça peut être intéressant. On va prendre par exemple la marque de l'EUIPO, donc avec de l'Union européenne. Effectivement, il y a les problématiques d'exploitation et l'exploitation, comme on a un titre unitaire, l'exploitation dans un pays vaut exploitation dans les autres. Donc, c'est pas le tout effectivement de déposer une marque, encore faut-il dans certains pays l'exploiter. Et le titre unitaire peut être indirectement un atout si on dépose sur plusieurs pays à la fois. Donc, vous avez par exemple la marque Benelux, hein, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, qui peut être un atout. Et puis, il y a, comme le pendant du PCT, à l'OMPI, vous avez effectivement la demande internationale gérée par l'OMPI à Genève sur la base d'une marque française ou UE, où là, vous pouvez effectivement potentiellement désigner. Alors, c'est une procédure centralisée. Effectivement, il y a un examen après dans les 123 pays pays ou régions, et ça peut être un moyen effectivement d'avoir une approche plus centralisée, ce qui n'empêche pas que la marque peut être refusée dans un pays et pas dans l'autre. Vous pouvez même bénéficier de désignations postérieures par l'entremise de cette procédure. Vous avez en ligne sur le site de l'OMPI un calculateur de taxes. Alors attention, hein, c'est en francs suisses parce qu'on est à Genève, mais ça vous permettra de vous donner une idée partant d'une base de marque française qui est figurative, non figurative avec le nombre de classes. Ça vous permettra d'avoir une idée du coût de la protection juste pour les taxes. Idem pour les coûts. Donc, on est sur des coûts relativement très faibles, hein, vous l'avez vu. Je serais quand même enclin à vous dire attention à limiter le nombre de classes, c'est-à-dire qu'il faut peut-être essayer de faire des marques ciblées avec peu de classes, et ça, il faut peut-être le réfléchir en amont quand c'est possible pour éviter, parce qu'il y a des taxes supplémentaires, notamment sur la demande internationale, et donc il faut bien optimiser peut-être le nombre de classes dès le départ. Pour rappel, un signe est toujours associé à des classes qui définissent des produits et services. Donc les classes sont plus là pour la comptabilisation, j'allais dire, des taxes, voilà, puisque nous, on est passé maintenant au principe, avant c'était un forfait de 3 classes, et puis avec la loi PAC, on est passé classe par classe.
Là, le but, effectivement, c'est d'optimiser ce nombre de classes. Et puis, effectivement, derrière les classes, il y a les produits et services. Et là, il y a les libellés de produits et services qui paraissent anodins, mais encore faut-il bien les déterminer de manière réglementaire et internationale pour qu'ils soient standards dans toutes les procédures quand c'est possible. Idem pour les dessins et modèles. Alors, il y a moins de pays. Hein. Si on passe sur le système de l'OMPI, il y a forcément moins de pays. On peut faire des dépôts régionaux. Donc, il y a un dessin et modèle à l'EIPO, donc à Alicante, un dépôt unitaire, hein, comme les marques. Attention, les dessins et modèles, c'est pareil. On a l'impression qu'il suffit de choisir quelques photos et de faire un dépôt. C'est pas si facile que ça, puisqu'un dessin et modèle peut représenter plusieurs vues. Il faut bien choisir la qualité des vues. Vous ne payez pas le même prix si c'est en noir et blanc ou en couleur. Il n'y a pas forcément les mêmes forfaits de reproduction à chaque dessin et modèle. C'est quand même une contrainte et il y a un certain savoir-faire à avoir et parfois, c'est pas forcément, ça se cumule parfois avec le droit d'auteur, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Pareil, donc là, UIPO, donc le dessin et modèle de l'Union européenne et puis Benelux. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas cité toutes les régions. Hein. Il y a des régions, évidemment, il y a un brevet eurasien, il y a un pacte dans les Andes, il y a l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Donc, vous avez effectivement, en fonction des zones, des conventions qui ont été passées de réciprocité qui font que parfois certains titres déposés dans un pays sont valables dans un autre. Donc là, ça demande effectivement une réflexion en termes de coûts et de voir effectivement s'il n'y a pas des pays limitrophes à prendre également en même temps. Voilà un petit peu sur ce que j'appellerais la tuyauterie procédurale. Alors, c'est pas forcément votre métier de connaître ces tuyauteries procédurales, mais c'est important quand même, notamment pour dialoguer avec votre conseil en propriété intellectuelle, pour voir effectivement quel type de procédure on va choisir et quelle est la meilleure. Idem pour les coûts. Donc là, vous voyez sur un dessin et modèle de l'UIPO, on est sur des coûts assez faibles, hein, puisqu'on est à 350 €. Et donc, c'est quand même, pour un modèle, c'est quand même assez compétitif. Alors, juste avant alors effectivement, comme je vous le disais, le délai de priorité est quand même extrêmement important pour les brevets. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Ce délai de 12 mois, il est incompressible. Et donc, il faut s'y tenir. C'est un peu moins vrai pour les dessins et modèles parce qu'il y a un délai de grâce. Donc, entre guillemets, on pourrait, en tout cas pour l'Union européenne, jouer sur ce délai de grâce. Donc, même si vous loupez le délai, c'est possible. Et les marques, j'allais dire, on pourrait faire des dépôts postérieurs. Faites attention quand même aux dépôts postérieurs parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des gens dont le jeu est de faire des dépôts abusifs, voyant que le produit a un succès dans d'autres pays. Donc, il faut quand même anticiper, j'allais dire, ces dépôts frauduleux et couvrir des territoires. Mais ça peut-être se faire en plusieurs phases. Ce qui n'est pas le cas pour le brevet. Hein. Donc, le brevet, c'est vraiment extrêmement directif au niveau des dates. Sur l'exploitation et la valorisation des brevets, des titres de propriété intellectuelle, hein, vous le savez qu'effectivement, ça fait partie, c'est important puisque ça renforce les actifs d'une entreprise. D'ailleurs, les startups ne s'y trompent pas puisque parfois, elles utilisent les brevets comme outil de valorisation par rapport aux financeurs et aux investisseurs. Donc, effectivement, le fait de détenir un brevet fort sur un territoire vous renforce effectivement, alors déjà sur l'augmentation de la marge que vous faites sur les produits et services, mais également sur le fait que l'entreprise prend de la valeur. Donc après, on peut déterminer effectivement, peut-être en interne, la valeur des brevets, même de manière empirique, pour voir effectivement
Alors, sa validité, hein, je pense notamment au fait, est-ce que c'est un brevet fort? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a peu de risques qu'il soit remis en cause sur l'activité inventive, par exemple? Il y a effectivement sur la nature des revendications. Est-ce que c'est des revendications très très larges, très très étroites? Et sur le fait, effectivement, puis le territoire, puisque effectivement, la valeur d'un brevet, c'est le nombre de pays qui visent, et effectivement, si ces territoires sont stratégiques. C'est un peu idem sur la marque. Avec la marque, effectivement, il y a la dimension marketing, où là, la marque peut prendre de l'ampleur par sa visibilité, sa capacité à être présent sur les réseaux. Et effectivement, on peut déterminer la valeur de ce titre et c'est important de l'intégrer au portefeuille. Alors, les contentieux, donc j'allais dire, dans la voie des contentieux, c'est difficile aussi de faire une analyse comparative par pays. Je pense qu'il faut déjà bien anticiper le terrain. Euh, on le verra peut-être déjà en analysant au niveau local les régimes juridiques, donc se rapprocher, j'en parlerai tout à l'heure de mes collègues conseillers internationaux, des ambassades, et de toutes les structures qui sont avec vous, qui vous accompagnent à l'export, qui vous indiqueront effectivement les spécialistes, à savoir effectivement, c'est toujours la même chose, est-ce qu'on négocie, donc est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on signe des accords de coexistence, notamment pour les marques? Est-ce qu'on utilise des procédures de médiation ou d'arbitrage? Est-ce qu'on prend des licenciés pour justement couvrir un territoire et faire surveiller le territoire par le licencié? Donc là, effectivement, il y a une approche soft. Il y a une approche effectivement par la voie administrative. Donc ça peut être il y a des procédures qui sont là pour prendre en compte l'intérêt des tiers, notamment des procédures d'observation, d'opposition, des actions de nullité de titres. Donc, il faut voir effectivement si ces actions sont efficaces et existantes dans les pays où les voies considérées. Et puis ensuite, il y a la voie judiciaire, donc à maîtriser évidemment avec diplomatie. Notamment sur les enquêtes pour remonter les filières. Donc là, il faut peut-être, j'allais dire, utiliser des services d'enquêteurs peut-être privés, voir effectivement s'il y a lieu de faire des actions en contrefaçon. Parce que tout le monde, nous, on a une procédure de saisie extrêmement efficace en France qui va très très loin, puisqu'on rentre dans l'entreprise, on fait une saisie descriptive, on peut même prendre des documents relatifs à la comptabilité des produits présumés contrefacteurs, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ensuite, effectivement, voir si on travaille sur le terrain civil ou le terrain pénal, voir si on peut utiliser les services et les procédures douanières en saisie retenue, et voir après, effectivement, si on peut envisager une procédure parallèle sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Voilà, effectivement, alors c'est difficile de donner d'autres préconisations parce que là, c'est vraiment du cas par cas, mais ça demande effectivement d'anticiper et de bien analyser effectivement l'environnement du pays considéré. Alors, je terminerai par savoir s'entourer parce que la propriété intellectuelle, d'abord, c'est une affaire d'équipe et il faut déjà qu'en interne, tout le monde collabore. J'en ai parlé, vous l'avez vu sur les marques, où effectivement, il faut que le responsable marketing travaille avec le juriste ou travaille au moins avec le service de propriété industrielle quand il n'y a pas de juriste en entreprise. Parce que c'est tout en amont, effectivement, qu'on va définir la stratégie de dépôt. C'est un petit peu la même chose si vous recevez effectivement une lettre de votre conseil en brevet qui vous demande dans quel pays il faut désigner et étendre.
encore faut-il avoir derrière peut-être une étude de marché pour définir les pays. Donc, il y a ce travail à faire en amont qui doit être collectif. Après, il y a un travail qui est délicat et qu'il ne faut pas se le cacher, c'est qui suit et qui pilote la propriété industrielle. Est-ce que c'est un spécialiste ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça, j'allais dire, à 10% de son temps? Comment il pilote le cabinet conseil et qui pilote le portefeuille marque? Puisque là, c'est le portefeuille marque, par exemple, c'est un travail de longue haleine de 10 ans en 10 ans. Donc, il faut effectivement surveiller le renouvellement, le paiement des annuités pour les brevets. Donc, voilà, qui fait ce travail qui semble anodin, mais ce travail administratif ou de maintenance des titres qui doit être fait de manière parfaite, parce que louper des délais, c'est des pertes de droits. Donc là, il faut bien définir, évidemment, au sein de l'entreprise, ces nécessités-là et définir des plans d'action. Ensuite, il y a, comme je vous le disais, le nettoyage du portefeuille. La difficulté du portefeuille, c'est qu'effectivement, il grossit chaque année et il faut peut-être prendre des mesures pour nettoyer ce portefeuille en matière de brevets, en matière de marque. Et là, il faut effectivement se concerter pour voir l'intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt opérationnel ou un intérêt dissuasif à garder des titres ou pas. Alors, je reviens, effectivement, je vous présente, mais je vous renverrai les mails. On a la chance et l'opportunité à l'INPI d'avoir 10 conseillers qui couvrent près de 100 pays. Donc, je vous enverrai, enfin, en tout cas, vous les retrouverez sur notre site. Ils sont situés, effectivement, vous voyez, sur certains continents, mais ils ont une zone d'influence qui va plus loin. Alors, le rôle, c'est évidemment en premier lieu d'accompagner les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter si vous voulez des informations, même sur un cas spécifique. Ça, c'est leur premier rôle, l'accompagnement des entreprises. Donc là, vous voyez les zones hein, donc, qui couvrent. Donc, par exemple, on a une collègue qui est à Singapour, qui était en Bretagne avant. Elle couvre plusieurs zones. Donc, elle connaîtra bien, évidemment, les procédures ASEAN, par exemple, où il y a eu des accords entre pays, ce qui vous permettra effectivement et elle connaîtra évidemment les conseils, par exemple, qui sont ou les avocats sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc ça, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, effectivement, ils ont d'autres rôles, hein, notamment pour nous de définir des accords de coopération avec nos homologues pour, comme je vous l'ai dit, faciliter et optimiser les procédures, défendre les intérêts, notamment des IG, des indications géographiques pour certaines coopérations ou accompagner ou travailler avec nos partenaires sur place, hein, évidemment BPI et puis Business France. Et puis, ils sont au cœur des ambassades sous l'égide de la DG Trésor et ils sont à même de vous accompagner sur les zones dont ils ont la charge. Je reviens effectivement sur la partie spécialiste. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, bon, il y a de nombreuses formations que vous allez retrouver sur nos catalogues de l'INPI ou de l'IEPI si vous souhaitez accompagner ou piloter la propriété industrielle. Comme vous l'avez vu, ça demande beaucoup d'expertise, autant au niveau sur certains titres. Donc, évidemment, les procédures dématérialisées vous donnent une certaine apparence de facilité. C'est vrai que quand on va sur le site de l'EIPO, on se dit, oui, c'est assez facile de déposer une marque de manière unitaire pour 8 à 900 euros. Le retour d'expérience qu'on a, c'est dès qu'on commence à partir sur un choix de pays exotiques ou complexes, là, vous ne pouvez pas passer à côté de l'expérience et de l'expertise des conseils en propriété industrielle ou des avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Alors, d'une part, parce que déjà, ils sont experts et puis ils ont le retour d'expérience de l'ensemble des clients qui gèrent en matière de portefeuille. Et je peux vous dire, j'en ai discuté, même déposer un dessin et modèle à l'international, ça, c'est pas simple au niveau de, j'allais dire, juste de l'expertise administrative. Après, certains ont leur propre réseau, puisqu'il y a une croissance interne,
d'implantation à l'international, mais il y a aussi le réseau des homologues, effectivement, dans chaque pays qui les représentent pour poursuivre votre dossier. Comme je vous le disais, ils ont effectivement leur réseau de partenaires. Je pensais notamment aux translittérations des barques en Chine, et puis les réseaux effectivement diplomatiques, l'influence diplomatique, judiciaire, institutionnelle. Et je pense que là, on ne peut pas faire l'économie, j'allais dire, de l'expertise locale, tant ça peut être extrêmement différent d'un pays à l'autre. Pour l'INPI, donc, alors nous, on n'est pas notre cœur de métier, vous le savez, hein, ce n'est pas le financement ou l'accompagnement avec le financement. BPI fait, évidemment, c'est son cœur de métier. On a quand même une enveloppe qu'on pourrait appeler du microfinancement pour vous mettre le pied à l'étrier sur l'accompagnement de la propriété industrielle, notamment sur la partie, j'allais dire, export, et puis analyse du contentieux, où là, une entreprise effectivement qui travaillerait avec un conseil en brevet, en propriété industrielle, qui soit marque, brevet, dessin, modèle ou un avocat, s'il prend les services de cet avocat, effectivement, on peut, si c'est une première action et que c'est une action de sensibilisation à l'étranger, on peut prendre effectivement sur un plafond d'une prestation de 6 000 € jusqu'à 3 000 € de financement par l'INPI. Donc, il peut cumuler 3 prestations jusqu'à 10 000 €, mais en tout cas, cette prestation peut être un moyen pour vous de travailler avec un conseil pour étendre à l'étranger dans ce qu'on appelle le passe-pays export. Je ne pouvais pas… bon, vous savez que la fin de l'année arrive. Je voulais quand même terminer sur l'aspect Brexit. Donc, on a eu une note de la DGE là-dessus. Il faut quand même comprendre qu'il y aura quand même… Enfin, là, je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours. Si on reste effectivement sans accord sous le régime de l'OMC, il y aura des aménagements effectivement qui sont prévus. Donc, tous les types de propriétés industrielles, effectivement, qui sont là vont être impactés. Donc, il y aura j'allais dire, des choses qui vont se faire de manière automatique et des choses qu'il faudra peut-être travailler avec votre conseil. Donc, sur les points impactants, je pense notamment… Alors, ça ne concerne pas les brevets en général parce que les brevets ne sont pas dans… Je ne vous l'ai peut-être pas dit, il n'y a pas de brevet unitaire de l'Union européenne aujourd'hui. Bon, c'est en cours, mais ça prend un certain temps. Donc, c'est plus sur les marques et les dessins et modèles. Je vais passer de côté les indications géographiques et les certificats complémentaires de protection. Donc, effectivement, sur tous les titres enregistrés, il y aura une transformation automatique dans un titre du Royaume-Uni, sans démarche du titulaire. Par contre, si vous avez dans vos portefeuilles des titres qui sont en cours d'enregistrement sur les marques et les dessins et modèles de l'OMPI, procédure de l'OMPI Madrid-La Haye, ou la demande, les titres, j'allais dire, de l'Union européenne, il faut que le titulaire, dans les 9 mois, donc à partir du 1er janvier, fasse une action pour faire le dépôt d'un titre du Royaume-Uni. Donc ça, je vous renvoie vers vos mandataires et c'est important de l'avoir à l'esprit. Bon, après, ça va poser la question effectivement du renouvellement des titres, hein, tous les 10 ans et 5 ans, comment on va faire. Puis effectivement, il y a le problème des mandataires, mais là, vous êtes moins touchés parce qu'en général, c'est des mandataires qui sont domiciliés dans l'Union européenne. Et puis, il y a aussi les contrats, de voir évidemment les clauses qui visent les contrats de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, de voir effectivement comment vous allez aménager ces clauses-là. Donc, je termine effectivement sur le Brexit parce que
le point de friction en ce moment et de bien le prendre en compte, en tout cas de retravailler avec vos conseils sur cet aspect-là. Vous trouverez effectivement des fiches. Donc, vous trouverez évidemment les coordonnées de mes collègues conseillers internationaux avec leur mail direct, mais vous avez certaines fiches qui ont été préparées par eux qui vous permettent de revoir effectivement sur les zones les spécificités juridiques et de procédures et puis les accords bilatéraux parfois relatifs à chaque pays. Voilà, je ne sais pas. Voilà, mon intervention est terminée. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, merci beaucoup Jean-Louis, parce que c'était très, très complet face à des questions assez épineuses et jamais simples à aborder. En tout cas, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et voilà, et anticiper plein d'éventuels problèmes, entre guillemets. Au niveau des questions, je vois que nous en avons une. Je ne sais pas si vous avez accès aussi, je crois, il me semble, aux questions. Oui, voilà. Alors… Du coup, la question, quid des difficultés qui existaient avec les douanes en Chine pour les demandes de rétention sur base d'un EI désignant la Chine? Donc, sur base d'un EI, peut-être une petite précision. Oui, un EI, qu'est-ce que vous appelez un EI? Là, je vous enverrai vraiment vers votre… Parce que là, j'avoue que sur cette procédure de rétention des douanes, ça, je vous renverrai peut-être plutôt vers mon collègue en Chine, mais ça, je peux transmettre effectivement qui m'envoie carrément un mail et puis je ferai la transition à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc, juste une petite bonjour donc à cette personne qui nous pose la question. Je vois qu'elle est indiquée en spectateur anonyme, donc n'hésitez pas à nous communiquer votre identité. Oui, puis je ferai en sorte de transférer vers mon collègue en Chine. D'accord. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je tiens à préciser également donc, que tous les participants recevront la présentation donc à la suite de ce webinaire. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, vous verrez peut-être les adresses email des conseillers internationaux. On a des documents de procédure, on vous les enverra et également, enfin, j'ai d'autres documents que je n'ai pas encore préparés que je vous renverrai effectivement peut-être sur les sites et pour préciser peut-être certaines procédures. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on va s'arrêter là pour ce matin. Donc, comme je vous le disais, vous recevrez rapidement la présentation. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois Jean-Louis. Et puis, merci à tous merci à BCI, merci à tout le monde, à tous les participants. J'espère que la fin d'année va bien se passer, et puis la nouvelle année. Puis j'espère qu'on se verra tous à l'Open de l'International également. Exactement, en présentiel. Tout à fait, on l'espère tous, en effet. Dans tous les cas de figure, on se verra d'une manière ou d'une autre, mais on y travaille en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter à tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année qui approchent, même si on sait qu'elles seront un petit peu particulières cette année. Voilà, voilà. Ok, merci à tous. Bonne fête de fin d'année en tout cas. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.